Donc bonjour Chérine Bonjour Christian. et bienvenue dans notre premier d'une série d'interviews, euh, principalement avec des juristes qui ont décidé de prendre à corps le bras la question liée aux nouvelles technologies et principalement à la blockchain. Donc, on va aller. On va, je vais te poser de petites questions Ok, succinctes pour ok, que vraiment les gens puissent comprendre ton chemin. ok, Je pense que c'est super important. Déjà, on s'est rencontrés sur LinkedIn exact. il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. Ouais, je pense, oui. Oui, oui. Voilà. Tu avais posté comme quoi tu entrais à l'école 42. Exact, ouais. Euh, et ce qui, moi, m'a interpellé, c'était le fait que une juriste Bah, en disait, fait, je suis ok, avocate, au barreau de Paris exact, et je suis avocate fiscaliste. ok, Crypto. génial. Ça fait beaucoup de choses, je pense qu'on va, on va essayer de couper ça en petits messages. Ouais. Ok. Donc, une juriste qui dit, je vais à l'école 42. La première des choses qu'on va vouloir comprendre, c'est quoi ton parcours en fait. Ouais, c'est vrai. Et quand je dis ton parcours, c'est, tu nous parles un peu de l'école primaire, ensuite de l'école secondaire, de le collège, du lycée, et surtout le parcours universitaire et post-universitaire. Ok. Alors, moi, je savais, en fait, dès le début, je savais que je voulais être avocate avant même de comprendre ce que c'est une avocate. Parce Ok. que mon père, il était un avocat. Ah, ok. Et je trouvais ce qu'il faisait super génial. Il parlait avec les gens. Il était super cultivé. Il parlait très bien. Donc voilà, je voulais être un peu comme lui. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais devenir avocate. À l'époque, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Enfin, ça peut paraître un peu banal, avocate, mais en fait, une fois que j'ai commencé à faire des études et puis une fois que j'ai entré dans cette très belle profession, j'ai compris que c'est vraiment, ça va au-delà de ce qu'on voit dans la télé, enfin dans des séries. C'est pas du tout ça, être avocate, c'est pas aller devant les tribunaux pour plaider. C'est un métier qui trime, qui nécessite beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. C'est pas juste des paroles, c'est pas juste plaider, voilà. Exact. Donc c'est un métier qui est très, comment dire ça, mais enfin, qui nécessite beaucoup de réflexion. Ok. Donc voilà, du coup j'ai intégré la fac du droit, j'ai fait une licence une licence et un master 1 en droit international des affaires. Et ouais, exactement. J'ai eu mon licence et master 1 de la Sorbonne. Ok. Ensuite, j'ai fait un master 2 en fiscalité. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la fiscalité. Toujours à la Sorbonne. Non, le master 2 c'était à Toulouse Capitale. Ok. Donc mon master 2 c'était vraiment focus sur la fiscalité des entreprises. Une fois que j'avais fini mon master 2, j'ai commencé à avoir quelques stages un peu pour voir le monde. Enfin, j'ai fait des stages dans des entreprises. J'ai fait des stages dans des cabines d'avocats, des très grands cabines d'avocats, des tout petits cabinets d'avocats, juste pour pouvoir faire le tour, pour voir un peu ce que je voulais faire. Donc voilà. Et là, on est en quelle année? Là quand tu fais tous ces Ah, stages. j'avais fini déjà mon master 2. Donc j'ai eu mon master 2. D'abord j'ai fait un stage pour valider le master 2. Mon premier stage c'était dans une entreprise, donc dans la direction juridique de cette entreprise. Et c'était en quelle année? C'était en 2016. 2016, ok. C'est 2016. Et après, j'ai fait plusieurs stages dans des cabinets d'avocats. Donc déjà, je savais que je préférais plutôt le côté cabinet d'avocat plutôt que d'être une juriste dans une entreprise. Surtout dans un premier temps. Parce que être un juriste dans une entreprise, c'est bien dans le sens où tu connais tous les aspects tous les besoins de l'entreprise. Donc tu as en quelque sorte un seul client.
Donc tu connais tous les besoins de tous les côtés, donc commercial, marketing, etc., relations sociales, voilà. Mais tu dois aussi être capable de travailler sur toutes les disciplines de droit. Trouver une solution, trouver une première réponse, et puis peut-être, si la question nécessite une expertise beaucoup plus poussée, tu fais appel à des avocats. Donc je me suis dit, en fait, je préfère travailler plutôt sur une discipline, un secteur juridique, et comprendre vraiment ce secteur plutôt que de travailler du côté de l'entreprise où je serais amenée à travailler sur plusieurs disciplines de droit. Thématiques. Donc voilà, et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de passer l'examen de barreau qui permet en fait d'être inscrite, d'exercer en tant qu'avocat. Et là, tu l'as passé en quelle année? Alors, j'ai eu mon barreau en 2021. Donc j'ai quand même... j'ai passé un peu de temps. Entre-temps, j'ai arrêté un peu les études. J'ai fait une année où je fais que du bénévolat dans une association qui permet en fait, qui donne des microcrédits et qui propose de l'accompagnement juridique aux personnes qui montent leur entreprise. Donc j'ai fait du bénévolat dans cette association. T'as dit, exactement. Okay. Voilà, j'ai passé une année là-bas. Et on salue ceux qui travaillent à l'ADI. Ouais, ah oui, bien sûr, ouais. Ok. Voilà, donc, et puis j'ai repris les études après, cette année à l'ADI. J'ai passé les examens et tout, et puis je me suis inscrite en 2021. J'ai prêté serment il y a à peu près un an. C'était en octobre 2021. Et j'avais déjà intégré un cabinet, donc j'ai travaillé quelques mois en tant que juriste en attendant de passer le barreau et de devenir avocate dans ce cabinet-là. J'ai fait, une fois que j'avais prêté serment, je suis restée avec eux quelques mois. Et puis c'était aussi un moment, parce qu'une fois que j'avais fini mes études, une fois que j'avais passé les examens, finalement je sais que je vais pouvoir m'inscrire en tant qu'avocate. Là, j'ai commencé à regarder un peu, parce que j'avais déjà un peu entendu parler de ce que c'est la blockchain, le crypto, le bitcoin et tout ça. Et une fois que j'avais fini tout ça, j'ai commencé à m'intéresser, encore une fois, à reprendre un peu ces sujets-là. Et vraiment à regarder très profondément, à faire des recherches un peu profondes sur la technologie. C'est quoi cette technologie? Comment elle fonctionne? Ça me passionnait, je trouvais ça très fascinant, donc je voulais comprendre. Et une fois que j'avais commencé à comprendre ça, donc ça c'était en 2021, il y a un an, j'ai réalisé qu'il y a aussi tout le côté fiscalité. Et vu que moi je suis avocate fiscaliste, donc je me suis dit, voilà, je vais faire de la fiscalité crypto. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas encore de réponse. Il y a beaucoup de recherches. On était en train de discuter là juste avant de commencer. Mais il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de zones d'ombre. On est en phase de construction. Pas uniquement de construction au niveau de la technologie, parce que la technologie est en train d'évoluer tous les jours. Il y a des nouvelles découvertes et tout, des projets passionnants. Mais également du côté juridique. Et donc voilà, je me suis dit, moi je veux participer à ça. Je veux être là dès le début. Je suis pas là dès le début, mais on reste quand même, Mais c'est dès le début quand même. Ouais, exact. Moi, je me suis dit, je veux être là dès le début. Je veux contribuer à cette construction-là, à cette réflexion. Voilà. Et en plus, parce que je crois vraiment dans la technologie. Je pense qu'il y a un potentiel énorme, malgré tout ce qui se passe dans le marché actuellement. Malgré un peu l'esprit qui est un peu... c'est pas le meilleur moment pour l'écosystème, je le sais. On le sait tous. Mais parce que je suis là vraiment pour la technologie, je crois vraiment, je comprends un peu le fonctionnement, et du coup je crois vraiment dans le potentiel. Ces moments difficiles, ça me gêne pas nécessairement. Ça me gêne évidemment parce que je suis. C'est pour les gens qui ont subi ça, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Mais ça me gêne pas ça va pas me
provoquer une volonté de quitter l'écosystème. l'écosystème. Ok, donc on dit, on compatit avec tous ceux qui ont été victimes de FTX, Exact. Ouais. mais pas que de FTX, on a également, avant FTX, on a eu Celsius. exactement tous ces scandales-là. On pourra peut-être un peu plus tard en parler. Ouais, mais enfin, moi, de mon côté, j'assimile pas nécessairement la technologie à FTX. Enfin, pour moi, FTX, ça ne représente pas ce que la blockchain. C'est même le contraire. On a une entité qui est centralisée, une entité qui n'a pas, qui ne mérite même pas une confiance. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, FTX, c'est tout ce qui est, c'est l'exact contraire de ce que représente la blockchain. Exactement. Alors, ça me permet de faire la transition. Et la question centrale, c'est est-ce qu'aujourd'hui le monde juridique doit paniquer? Je paraphrase. Oui. Je paraphrase en disant, pour être beaucoup plus précis, comment se fait qu'une juriste fiscaliste tombe dans le code? Ok. Oui, donc ça c'est le côté 42. Ça c'est le côté 42. Mais pour entrer dans le côté 42, la question centrale, même si elle a été paraphrasée, c'est est-ce que c'est le moment de sonner les gongs pour dire tout le monde court dans tous les côtés dans la communauté juridique? Alors, court, c'est-à-dire fuit la technologie. Ça veut dire tout le monde se cherche. Ok, se cherche. Est-ce que actuellement les juristes doivent se dire, ou du moins les étudiants qui sont sur le banc doivent se dire, ok, je suis en train d'étudier, par exemple, du droit fiscal, qui probablement ou potentiellement ne sera pas valide dans 5 ans. Ah, ok. Donc tu parles plutôt de l'évolution qui va avoir lieu. Est-ce que le fait d'étudier ou de comprendre le droit actuel va devenir obsolète? Exactement. Okay. Est-ce qu'il faut paniquer? Non. Ok. Non, il faut jamais paniquer. Parce que... non, mais en fait, je pense que si on panique, on prendra des mauvaises décisions et ça, c'est jamais bien. Donc non, il faut pas paniquer. Il faut agir. Ok. C'est pas la même chose. Il faut essayer d'agir rapidement. Alors, comment? Déjà, la base, c'est de comprendre la technologie. Si on regarde aujourd'hui les députés ou les politiciens ou les personnes qui ont un peu d'influence qui prend le prétexte de FTX pour condamner tout le secteur et toute la technologie et dire « Ah, vous voyez, les cryptos c'est mauvais, je vous ai dit que les cryptos c'est mauvais parce que vous voyez ce qui s'est passé avec FTX ?» Pour moi, c'est exactement le réflexe qu'on ne doit pas avoir. Et comment ne pas avoir ce réflexe-là, c'est en comprenant ce que c'est vraiment la blockchain. Voilà, la base, c'est de comprendre la technologie. Une fois qu'on a compris la technologie, on doit également avoir une vision pour comprendre les défis qui se présentent aux acteurs. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la fiscalité, la problématique, c'est comment on taxe les différents revenus crypto, qui sont relatifs à cette technologie. On peut proposer des réponses, mais en proposant ces réponses-là, on doit garder quand même dans les esprits la question de l'applicabilité de ces solutions-là. Est-ce que le fait d'être contraint à déclarer 100 ou 150 ou 200 sessions par année pour un particulier, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pratique? Alors, tu expliques un tout petit peu session pour nos auditeurs? Alors, session, je veux dire par session, toute une opération en fait, soit d'échange des cryptos, des actifs numériques au sens juridique du terme. On peut revenir sur cette définition un peu plus tard, mais donc des actifs numériques dans le sens juridique du terme, contre soit de la monnaie et en cours légal, donc euros, dollars ou autres, soit des biens ou des services. Donc crypto contre tout ce qui n'est pas crypto. Donc là, on considère qu'il y a une cession. Cet échange, c'est une cession. Et cette cession-là, elle doit en principe être déclarée. En fonction de la situation de la personne, donc si on parle d'un particulier qui n'est pas un trader professionnel, donc là également on a des définitions juridiques qui, encore une fois, sont un peu floues parce que personne ne sait vraiment comment définir ces personnes, cette activité.
ou si on est un trader professionnel, là on est dans des règles différentes. Donc par exemple, si on prend l'exemple d'un trader, d'un particulier qui n'est pas un trader professionnel, cette personne-là, elle doit déclarer toutes les cessions de crypto contre tout ce qui n'est pas crypto, donc monnaie, services ou biens qui ne sont pas des cryptos. Par contre, toutes les échanges crypto, ils ne sont pas imposables. Il bénéficie d'un sursis, donc d'une sorte d'exonération d'impôts. Donc il n'a pas à déclarer ces opérations-là. Par contre, si on est un trader professionnel, là, même les échanges crypto sont considérés comme des sessions qui sont imposables. Et donc, ça devient très fastidieux pour faire tout ça. C'est un travail énorme de déclaration. Et ce n'est pas vraiment pratique, donc il faut peut-être... Question super truc. Ça devient fastidieux à déclarer. Ça devient fastidieux. Si toi, déjà, en tant que fiscaliste, tu dis ça devient fastidieux à déclarer, deux petites questions. La première, est-ce qu'aujourd'hui, il existe, ne serait-ce que, là, je ne vais pas parler d'outils d'abord, un process qui permettrait à un trader professionnel de pouvoir le faire tout seul? Et sinon, est-ce qu'il existe au moins ne serait-ce qu'un début d'outils qui faciliterait ces déclarations? Alors, un process, donc d'abord si on parle d'un process, je pense qu'on peut mettre en place un process, ça sera, enfin pour le simplifier, ça sera un tableau Excel. Un tableau Excel qui prendra en considération les différentes règles de calcul de la plus-value, parce qu'on parle de plus-value. Et en fait, le process, ça sera de calculer chaque session, la plus-value de chaque session, et ensuite une plus-value globale sur toutes les... Donc voilà, chaque session peut présenter soit une plus-value, soit une moins-value, en fonction du cours, et ensuite une plus-value globale sur toutes les opérations qui ont lieu au cours de l'année. Ok? Donc là, jusqu'à là, c'est simple, c'est clair? Ouais. Ok. Parce que c'est un peu technique, voilà, donc j'essaie un peu de simplifier. Donc, la problématique, elle n'est pas nécessairement là. La problématique, c'est de trouver le prix d'achat et d'acquisition et de cession pour chaque opération. Donc là, on doit vraiment, pour le prix d'acquisition, c'est une règle qui est vraiment très spécifique aux cryptos. Elle n'existe pas, ou elle existe d'une manière vraiment un petit peu très pas très similaire, pardon, mais voilà, elle est très spécifique pour les cryptos. C'est qu'on prend en considération pas un prix d'acquisition par actif, mais un prix d'acquisition global du portefeuille. Donc si tu as acheté des bitcoins en 2012 et d'Ethereum en 2017 et puis d'autres actifs en 2018-2019 et là en 2021 ou 2022 pardon, tu as commencé à céder un petit peu de tes actifs. On va pas, par exemple, tu cèdes quelques bitcoins, on va pas regarder le prix d'acquisition de ces bitcoins d'une manière individuelle, mais on va regarder le prix d'acquisition total de ton portefeuille. Donc c'est vraiment très spécifique. À la date de chaque achat. Ok. Et on complexifie un tout petit peu encore. Avant 2019, il y avait un régime qui est différent. On n'avait pas cette prise en considération du portefeuille global. Donc voilà, c'est tous ces règles, tous ces petites règles qui sont un peu plus complexes à mettre en œuvre, parce que déjà ça nécessite de connaître la date d'achat de chaque actif, le prix d'achat de chaque actif. Et ensuite, à chaque session, on doit calculer le prix global du portefeuille au moment de la session. Donc voilà, et là, si tu penses à quelqu'un qui a un portefeuille qui comprend beaucoup d'actifs, donc à chaque fois qu'il fait une session, il doit regarder le cours de chacun de ces actifs-là pour trouver la valeur de son portefeuille au moment de la session. Ok. Et ensuite, il calcule le prix de session. Et puis, on aura soit une plus-value, soit une moins-value. Donc, tu imagines si tu dois faire ce calcul-là, si tu as par exemple 10, 15, 50, 100 sessions par année, et tu dois faire ce calcul-là, trouver les prix de chacun des actifs, à chaque moment, à chaque session, calculer tout ça. Donc, vraiment, c'est très fastidieux. On peut effectivement mettre en place, et c'est ce qu'on fait au cabinet. On a Quel est le nom du cabinet comme ça? C'est Revo Avocat. Ok.
Et c'est ce qu'on fait au cabinet, on a des tableaux Excel qui nous permettent de calculer ça. Et après, ce tableau-là, il peut être mis en place aussi par les personnes, enfin par les particuliers, parce que les formules de calcul sont trouvables en ligne et je pense que toute personne peut recréer un peu une sorte de tableau. Ça prendra un peu de temps pour les machines. J'imagine. Mais c'est possible. Ensuite, on a des outils. Heureusement, on a des outils. Alors, le problème, c'est que c'est ce qu'on a dit aussi avant de commencer, c'est que tout ne peut pas être automatisé. Exact. Il y a des exceptions. Il y a des cas particuliers. Parfois, on peut avoir des bugs. Donc, il y a aussi ce travail humain de tout revoir, tout vérifier. S'il y a des bugs, si, par exemple, un actif qui n'est pas listé, comment trouver la valeur de cet actif. Exact. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui font que nous, par exemple, notre process, c'est que si on a des personnes qui nous demandent de faire leur déclaration, donc le calcul, on leur propose dans un premier temps d'aller vers ces outils-là qui sont présents, qui permettent le calcul parce que c'est beaucoup moins cher parce que c'est automatisé en fait. Et par contre, si c'est vraiment des cas particuliers qui nécessitent un traitement au cas par cas ou si c'est des personnes qui détiennent d'autres types de revenus, donc ça sera une déclaration qui ne regroupe pas uniquement les plus-values d'actifs numériques mais d'autres types de revenus et donc là ça justifie l'intervention d'un avocat pour le calcul de ces revenus-là on intervient. Okay. Pareil pour les régularisations. Les régularisations, c'est très difficile de faire ça par le biais d'un outil parce que, comme je te l'avais dit, en fait, il y a toutes ces règles avant 2019, après 2019. Et la grande question, c'est la question de la qualification. Exact. Parce que il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'ils vont juste appliquer les règles de la plus-value d'actifs numériques qui ne s'appliquent en fait que pour les particuliers, personnes physiques, traders non professionnels. Et que pour les sessions. Donc, qu'est-ce qui se passe si moi je reçois des actifs numériques en rémunération d'une activité? Et ça, c'est un aspect je ne sais pas pourquoi même. Alors que c'est assez logique, lorsqu'on reçoit une rémunération, on est imposé sur cette rémunération-là. Par contre, lorsqu'on reçoit une rémunération en crypto, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne vont pas payer de l'impôt jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et alors que non, en fait, là on applique le régime d'imposition qui s'applique à ces revenus-là, selon la nature de l'activité. Pour aller un peu plus en profondeur, ça veut dire que derrière, ceux qui imaginent, parce que j'en ai rencontré, que parce que j'ai reçu de la crypto, je ne vais pas faire ma déclaration, derrière, ça veut dire qu'il va falloir trouver un moyen, une personne qui fasse de la pédagogie. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que dans votre cabinet d'avocat, vous avez commencé à faire de la pédagogie? Alors, oui, parce que, alors si tu regardes un peu sur Twitter, on a un compte du cabinet, @revoavocat, et toutes les semaines, on publie un thread sur une question de la fiscalité crypto. Parfois c'est très technique, donc on voit que les gens en fait c'est trop, c'est un peu pas technique dans le sens où c'est incompréhensible, mais technique dans le sens où on rentre vraiment dans les détails, on explique, donc on essaye vraiment de faire ce travail de pédagogie. Voilà, c'est notre rôle, on propose. Maintenant ça sera aux gens d'avoir cette conscience, de regarder, de comprendre. Donc, nous, on peut diffuser l'information, mais l'information, elle doit être reçue par les personnes qui veulent la consommer. Ok. Voilà. On va revenir sur cette question parce qu'il y a une question liée à la DAO et au futur du travail, et donc qui sera littéralement liée aux déclarations fiscales à laquelle il faut vraiment qu'on trouve une sorte ne serait-ce que de début de réponse. Okay. Donc, à quel moment tu te dis, il faut que j'apprenne à coder? En général ou dans mon... Non, dans ton cas bien précis. Ok. Alors, à quel moment j'ai décidé de coder? J'étais en train de faire de la recherche
pour essayer de comprendre un peu comment qualifier juridiquement un NFT. Parce que c'est un sujet qui est... Qu'est-ce qu'un NFT pour nos auditeurs? Un NFT, donc un non-fungible token, c'est un actif numérique qui n'est pas fongible. N'est pas fongible, c'est-à-dire que c'est un actif que, en principe, on ne peut pas l'échanger, ou il n'a pas les mêmes caractéristiques exactes d'un autre actif. Donc c'est un peu différent d'un actif qui est fongible, par exemple comme Bitcoin, des ETH ou enfin, des autres actifs qui sont fongibles, c'est-à-dire que tous les actifs de cette catégorie, ils ont exactement la même valeur, les mêmes caractéristiques, ils sont interchangeables. Ça c'est très important, interchangeable. Donc une fois qu'on n'a pas cette interchangeabilité, on a un actif ou un bien qui n'est plus fongible, qui est un infongible. Alors la fongibilité, c'est une notion qui est technologique, parce que le token qui permet de faire des NFT n'est pas le même token qui permet de faire des cryptos normales type Bitcoin ou autre. Donc, il y a ce côté technologique qui permet de bien identifier chaque token, de lui donner des caractéristiques différentes. Et du fait qu'il a des caractéristiques différentes, la valeur, elle peut varier. Exact. Mais cette notion de fongibilité, c'est aussi une notion juridique. Alors, pourquoi je le précise? Parce que très récemment, il y a eu... donc, on a tous entendu parler du MiCA, du règlement européen, et il y avait une précision concernant la fongibilité, qui a précisé que les NFT, donc les non-fungible tokens, non fongibles, n'entreront pas dans le scope de la réglementation, mais les non-fungible tokens fongibles, ils rentreront dans le scope de la réglementation. Ok, là je pense que tu viens de nous perdre tous, même si je ne suis pas perdu. Ok, alors, je reprends un peu rapidement. Donc les NFT non fongibles ne seront pas soumis à la réglementation MiCA dans son état actuel. Quand tu dis les NFT non fongibles, ça va être des NFT qui seront uniques. Oui, qui seront vraiment... qu'il n'y aura pas vraiment d'interchangeabilité, qui auront des caractéristiques spécifiques. Ok. Par contre, les NFT... Exemple de ce genre-là. Alors, exemple des NFT non fongibles. Ouais. Je pense notamment aux collections artistiques. Super. Donc voilà, là on a vraiment des actifs qui sont, ou des biens qui sont différents, uniques dans un sens. Ok. Par contre, les NFT fongibles, eux, ils seront soumis à MiCA. Okay. Et pourquoi on aura cette distinction et pourquoi elle n'est pas complètement aberrante? Parce que, comme je l'avais déjà précisé, je viens de le préciser, la qualification juridique de la fongibilité ne coïncide pas nécessairement avec la notion technologique de la fongibilité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un procédé technologique qui permet d'avoir des tokens non fongibles, mais affecter ces tokens non fongibles à des biens qui sont eux fongibles. Ok. Donc si on a par exemple, donc on a parlé des œuvres d'art, si on fait un œuvre d'art, un seul œuvre d'art, on les met sous la forme de NFT, le même, enfin 100 exemplaires du même œuvre d'art sur le forme d'un NFT. Là, ce sera un token, le token lui-même qui représente l'actif sera non fongible d'un point de vue technologique. Par contre, le bien, le sous-jacent, lui, est fongible dans un sens, parce qu'il il est interchangeable avec toutes les autres tokens de la collection. Et là, ça veut dire qu'on a un seul sous-jacent, ou bien on a plusieurs sous-jacents qui sont... On a plusieurs copies du même sous-jacent. Ok. Mais vu que c'est exactement le même bien, le même sous-jacent, la qualification juridique de fongibilité ou de non-fongibilité, pardon, elle n'est pas respectée. Donc on a utilisé une technologie qui propose des tokens non fongibles, mais on les a utilisés pour représenter des biens qui, entre eux, sont fongibles. Ok.
Voilà, donc on est dans un cas où la notion, la technologie, elle n'est pas tout à fait cohérente avec la réalité. Et c'est pour ça, en fait, que donc je soulève ce point parce que c'est important ça suffit pas pour essayer d'échapper à la réglementation MiCA, d'émettre des tokens, des NFT, et en disant que, ah oui, les NFT, ils sont pas soumis à MiCA, donc voilà, je vais émettre mon token sous forme de NFT. Non. On doit regarder la réalité des choses, parce que si derrière le sous-jacent, lui, est fongible d'un point de vue juridique, on restera soumis à MiCA. Ok, super. Donc, le NFT te pousse à apprendre à coder. Ouais. Et c'est littéralement quel langage, vers quel langage tu te tournes en premier? Alors, en premier, assez logiquement, je tourne vers le Solidity parce que c'est le langage des smart contracts d'Ethereum. Donc, pour comprendre ce que c'est un smart contract, comment sont émis les NFT et tout ça, j'ai commencé à regarder Solidity. Je commençais un peu à coder, à apprendre à coder même, enfin, pas à coder, mais à apprendre. Et voilà, et là, je me suis dit, en fait, ça sera mieux si je fais ça d'une manière un peu plus, pas professionnelle, mais encadrée. Parce que en tant qu'avocate, c'est un métier qui est assez prenant. On a des horaires assez longs et tout. Voilà. Du coup, je me suis dit, en fait, ça sera. Je sais que si j'ai pas cet encadrement-là, je vais peut-être perdre la motivation. Donc, j'ai commencé un peu à regarder des formations et puis je suis tombée sur 42 et j'ai complètement adoré le concept. Je me suis dit, en fait, ça sera super, très cool en fait si j'arrive à rejoindre 42. Alors 42, tu le sais, je pense, c'est pas, on n'apprend pas à coder à Solidity. Exact. En tout cas, pas dans un premier temps. Mais on apprend à coder en C, en langage C. Donc langage C, c'est l'une des langages les plus basiques. Exact. Alors, plus basique, ça veut dire quoi? Plus basique, ça veut dire que c'est un langage qui est beaucoup plus difficile à appliquer parce que on n'a pas tous ces raccourcis qui nous permettent en fait d'aller plus vite. Exactement. Et l'intérêt de coder en C, c'est d'apprendre ou de comprendre la théorie derrière le fonctionnement du code. Exactement. Parce que c'est nous en fait qui vont faire tout ce qui est un peu plus automatisé en quelque sorte dans les autres langages plus avancés que le langage C. Exact. Voilà. Ok, donc dès cet instant-là, donc tu te dis, ok, je vais apprendre à coder. Tu fais du boulot, tu es pris à 42. Ouais, j'ai passé la piscine. Ok. La piscine, c'est un mois d'évaluation, en quelque sorte. On a plusieurs projets à rendre, des projets en C, et on a 4 examens. Ok. Donc, les projets, on a la liberté de travailler, donc on peut... en fait, c'est tout le concept du 42, c'est que c'est du peer-to-peer learning. Okay. C'est-à-dire, on n'a pas de prof. On est censé, en fait, travailler, soit faire des recherches en ligne pour trouver la solution. Exact. Donc, on a les consignes. Ils nous donnent un projet, on doit faire ce projet-là. Donc, c'est à nous de regarder, de chercher sur Internet, exact. Soit de demander à nos collègues de nous aider. Donc, dans la piscine, il y a des gens de tous les niveaux. Il y a des gens qui sont déjà des devs, mais qui devent dans d'autres langages que du C et qui veulent en fait apprendre Integra 42. Exact. Il y a des gens qui sont dans des formations informatiques. Donc voilà, il y a des gens comme moi qui n'ont aucune notion. Ok. Donc voilà, beaucoup de niveaux. Et c'est ça en fait qui permet en fait d'avoir cet échange parce que on peut demander à quelqu'un qui est plus expérimenté ou plus avancé à nous aider, à nous expliquer certaines notions, etc. Ok. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que je devrais dire le juriste de demain, c'est j'apprends à coder ou alors je comprends le code ou je n'ai plus de boulot? Alors, peut-être pas demain, mais je pense que dans l'avenir... C'est-à-dire quantifier dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? 10 ans peut-être, à partir de 5 ans.
je pense que comprendre le code sera un prérequis pas seulement pour les juristes ou les avocats, mais pour tous les métiers. Parce que on vit dans un monde qui est de plus en plus dématérialisé. Notre vie est complètement dépendante à la technologie. On ne le réalise même pas, mais notre système bancaire, notre système d'éducation, tous nos serveurs, toutes nos informations, toutes nos communications sont basées sur la technologie. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à utiliser cet outil? Enfin, j'utilise le terme outil, bon, c'est beaucoup plus large que ça, mais comment est-ce qu'on va continuer à utiliser ou être complètement dépendant à l'informatique sans comprendre les bases? On voit les risques, on voit comment les risques se multiplient. Donc, je pense que dans l'avenir, le fait de comprendre les bases, quelques bases informatiques, ça sera un prérequis pour toutes les personnes. Ok. Là, concentrons-nous sur l'aspect juridique. Dans les facs de droit, est-ce qu'on peut parler littéralement de l'électronisme? Dans quel sens? Dans le sens où il y a très peu de facs où tu as à l'intérieur la possibilité d'apprendre ne serait-ce qu'à coder, ne serait-ce qu'à comprendre basiquement un langage comme C. Est-ce qu'on va de plus en plus aller vers des facs qui sont déconnectés de la réalité dans laquelle nous vivons, et donc les étudiants qui vont passer 2, 3, 4, 5, 6, parfois 7, 8, 10 ans dans une fac, ils s'en sortiront étant de potentiels chômeurs ou chômeuses, mais surtout étant complètement perdus du point de vue de la réalité technologique, donc ce que j'appelle de l'électronisme. Je pense que en fait, il y aura de plus en plus de difficultés. Donc, tu as parlé d'un peu de déconnexion. Il y aura, on le sent, on le sait déjà, que tout le monde regarde les avocats comme des personnes qui sont un peu dans leur coin, qui parlent d'un langage qu'on ne comprend pas du tout, et qui restent un peu parfois dans la théorie, qui ne sont pas assez proches du terrain. On sait, c'est une reproche qui est assez fréquente. Donc, moi, je pense que je vais même pas dire les générations futures, mais je veux dire même toutes les personnes qui sont impliquées dans le secteur juridique en ont conscience, et je pense qu'on doit tous agir pour essayer d'être beaucoup plus proche de la réalité, y compris pour les secteurs technologiques, de comprendre la technologie, parce qu'on ne peut pas conseiller quelqu'un de respecter telle ou telle règle de droit si, d'un point de vue technologique, il y a une impossibilité de mettre en place ce process qu'on propose. Donc, je pense que ce mouvement, il va peut-être pas commencer au niveau des facs, mais au niveau, donc si on parle des facs de droit, au niveau des étudiants, c'est aux étudiants à eux de commencer à prendre conscience de ce besoin-là, de se diversifier, du fait que si ils veulent travailler dans un secteur technologique, ils doivent vraiment comprendre comment fonctionne la technologie. Parce que si, par exemple, on veut travailler dans le secteur de finance, on doit comprendre comment fonctionne la finance. Ça suffit pas de comprendre les règles de droit. On doit vraiment comprendre comment fonctionne le marché. Et pareil pour la technologie, parce que un avocat, c'est quelqu'un qui va être un peu... je ne sais pas si c'est pas très bien de dire ça, mais un avocat, c'est un peu un traducteur, tu vois. C'est la personne qui traduit le droit à son client, et c'est la personne qui traduit la situation de son client au juge ou à l'administration. On interprète littéralement. Exactement. Donc, si on ne comprend pas le langage de notre client, comment on va les défendre, comment on va les conseiller, comment on va échanger avec eux, mais comment on va aussi les défendre auprès des juridictions, de l'administration, de leurs contradicteurs. C'est pas possible. Donc, non, je pense, oui, effectivement, je pense que ça doit d'abord commencer par les étudiants, et on espère que dans quelques années, on va voir les facs de droit qui vont prendre conscience qu'ils doivent former des juristes et des avocats qui sont beaucoup plus proches du terrain,
on n'a pas besoin de... non, mais c'est pas une question de besoin. Mais on n'a pas cette possibilité de rester dans la théorie des droits. C'est très bien. C'est excellent de comprendre la théorie des droits, les principes et tout ça, et les règles. Mais le côté pratique doit être vraiment introduit et on doit insister sur ça. Ok. Dans ce cas, si je disais, il se pourrait que d'ici 10 ans, un juriste, enfin un étudiant en droit soit capable de choisir la langue C ou la langue Solidity. Je pense que la plupart des langues qui permettent de littéralement rédiger des smart contracts, des contrats intelligents, moi je les vois comme des sortes de langues, de seconde langue. Comme par exemple, je choisis une seconde langue comme l'anglais ou l'allemand. Ouais, moi je vois exactement pareil. Et je pense que ça doit se démocratiser. Ça doit se généraliser, peut-être même pas au niveau des facs, mais au niveau des écoles d'abord. Enfin, exactement comme tu l'avais dit, les langages de code doivent devenir des langages comme les langages étrangers, comme l'anglais aujourd'hui. On doit aussi apprendre un peu à coder. Et puis approfondir en fonction de nos besoins. Il y aura beaucoup de métiers qui ne nécessiteront pas des connaissances en code, mais déjà connaître les bases, juste parce que c'est notre vie en fait, c'est nos informations, notre banque, etc. qui dépend de ça, donc déjà comprendre les bases, mais ensuite approfondir si on est dans un secteur qui nécessite de compréhension beaucoup plus poussée. Approfondissons en allant vers la fin. Parlons par exemple du NFT. Ouais. Donc c'est le NFT qui t'a poussé à dire ok, il faut que j'apprenne à coder. Ouais. Le NFT de base provient de la blockchain Ethereum, qui a un standard bien spécifique qui s'appelle le ERC721. Et ce standard est optimisé pour faire en sorte qu'il y ait moins de frais payés lorsqu'on crée le NFT, donc ce que nous appelons du gas fee. Mais surtout, il est optimisé parce que tout de suite, on sait à peu près combien il y a de possibilités. Enfin, on sait ce qu'il faut faire à chaque étape, ce que nous appelons des fonctions. Okay. J'évitais littéralement de dire fonction pour ne pas perdre. Voilà. Mais en réalité, on a ce qu'on appelle des fonctions et ces fonctions-là sont optimisées de sorte à ce que la personne qui va les utiliser paye le moins de frais possible de gas fee, mais surtout que ce soit un standard qui soit juridiquement neutre. Okay. Pourquoi est-ce que je dis juridiquement neutre? C'est parce que si je suis en France et que je crée littéralement une œuvre d'art sous forme de NFT, lorsque je le fais et que quelqu'un me l'achète aux États-Unis, eh bien, ce standard ERC721 va être qualifié d'un point de vue du cas d'usage, pas du point de vue du standard ERC721. Ok. Est-ce que tu dis que la qualification juridique dépend moins de la technologie ou du token utilisé et plutôt de l'utilisation de l'activité, Exactement. de la transaction? Exactement. Ouais. Lorsque on participait à la création du ERC 721, je me souviens bien, on était, si je ne me trompe pas, soit en 2017 ou 2018, il faudrait que je regarde dans mon GitHub. Okay. Et l'une des premières questions qu'on posait, c'était l'aspect juridique. C'est comment faire en sorte que un standard qui nous permettrait demain de représenter un bien difficilement divisible, comme par exemple un ordinateur, une œuvre d'art, une maison, etc., l'immobilier, etc., comment est-ce qu'on créerait un standard qui passe partout? Je ne savais pas que cette question a été posée au moment de la création. Si. Il faudrait, si je n'oublie pas, en dessous de la vidéo, je mettrai un lien vers les conversations qu'on a eues à l'époque. Avec, je me souviens plus du tout du nom de la personne qui avait lancé le standard ERC, qui est devenu ERC 721. Mais c'était ça la question. C'est comment est-ce qu'on fait pour représenter n'importe quoi de difficilement divisible dans n'importe quelle juridiction. Et donc, derrière, aujourd'hui, on ne parle même plus de on a représenté X ou Y chose. On parle plutôt de la propriété intellectuelle. On parle des droits moraux des auteurs.
Et donc, dès cet instant-là, la grosse problématique qui se pose, c'est finalement comment est-ce qu'un avocat d'aujourd'hui est capable de dire, ok, je suis avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, je vais vous défendre parce qu'il y a eu violation de vos droits par utilisation du NFT, s'il est incapable de savoir, d'interpréter ne serait-ce que les différentes fonctions du ERC 721. Ok. Alors déjà, je ne savais pas du tout que cette question a été posée, donc là, j'apprends des choses et c'est super intéressant. C'est en fait, moi, lorsque je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est juridiquement un NFT et j'ai commencé un peu à regarder, il y avait certains avis qui voulaient donner une qualification juridique et fiscale au NFT lui-même. Et c'est exactement contre ce que tu disais. Tu disais que le NFT, enfin le token, c'est, on applique un peu le principe de la neutralité technologique. Exact. Et on regarde le sous-jacent et la transaction. Exactement. Donc à la base, il y avait ces avis-là. Lorsque j'ai commencé à comprendre ce que c'est un NFT, et du coup lorsque j'ai commencé à regarder un peu le code, comment on crée un smart contract pour émettre un NFT, et c'est là où j'ai réalisé ce que tu disais. Donc, effectivement, la compréhension de ce que c'est un smart contract ou un NFT, c'est ce qui m'a permis à dire finalement, moi, mon avis, c'est que le NFT en lui-même, on ne doit pas le qualifier juridiquement parce que déjà, ça sera pas très logique parce qu'un NFT, en fait, c'est un certificat. Exact. Ok. Donc, on ne peut pas qualifier le certificat, on qualifie plutôt le bien qui est attaché à ce certificat. Exact. Et parce que si ça suffit en fait d'émettre un bien sous forme de NFT pour bénéficier de tel ou tel régime, tout le monde va mettre tout et n'importe quoi sous forme de NFT et vendre ça en tant qu'NFT, et voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le législateur et l'administration, ils vont s'en rendre compte, ils ne seront pas contents. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La solution qui est toujours proposée, c'est de interdire et de mettre des limites, des freins. Donc ça va freiner la technologie. Donc voilà, on aura ce cercle qui va à la fin aboutir à une... parce qu'à la base, on part du postulat que si on donne une seule qualification juridique au NFT, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, tout le monde va savoir ce que c'est un NFT. Il n'y aura pas cette casse-tête et ce besoin de faire des qualifications, de regarder l'opération. Mais l'aboutissement de ce raisonnement ou de cette solution qui paraît un peu plus simple au départ va aboutir à un frein à la technologie parce que le législateur il va pas aimer ça. Il va mettre des interdictions. Okay. Donc voilà. Donc moi je suis complètement d'accord avec toi. Le NFT lui-même, il n'y aura pas de sens de réguler le NFT ou de le qualifier juridiquement en tant que tel. On doit toujours regarder ce que c'est derrière, quelle est l'opération qui nécessite l'utilisation de ce NFT là. Ce qui sera très bénéfique parce que sur le long terme, ça va permettre aux personnes qui développent de se focaliser sur l'utilité. Est-ce que le fait d'utiliser un NFT pour émettre mon token ou mon bien, est-ce que ça c'est bénéfique pour le projet que je mène, ou est-ce que je le fais uniquement pour échapper à certaines régulations ou à bénéficier de certaines règles, etc. Donc on n'aura pas ces considérations-là, on aura vraiment cette neutralité, ce qui permettra de mettre en place la technologie là où on a besoin, là où elle est le plus utile et efficace. Donc ça sera, je pense que ça sera la situation optimale. Okay. Entre-temps, on souffre un peu de cette insécurité juridique, même si moi je pense que si on a une qualification qui est vraiment basée sur le sous-jacent, on n'aura pas vraiment cette difficulté. Donc il y a effectivement un travail à faire en amont à qualifier juridiquement l'opération, à qualifier juridiquement le sous-jacent pour pouvoir savoir quel régime fiscal appliquer. Donc voilà, c'est un investissement, un effort qui doit être mené. Que nous sommes en train de faire. J'ai une équipe R&D de juristes. Okay. Et là, nous sommes en train de travailler sur un contrat qui va être open source.
dans j'espère bien à la fin du mois de décembre. Et ce contrat permettra littéralement de pouvoir donner aux avocats ne serait-ce qu'un premier outil sur lequel littéralement ils comprennent les aspects à la fois juridiques mais également techniques liés aux droits moraux des artistes. Oui, je pense qu'on en a parlé un peu. Exactement. Okay. Et justement, si tu es intéressé, je peux t'ajouter dans la boucle. Demain, j'ai une rencontre justement avec une autre avocate. Et nous allons justement discuter de ça ici à la station. Elle passera la journée à la station ici, donc on va bosser. Non, c'est sûr. Ouais, bien sûr, ça m'intéresse. Ok, super. On te mettra dans la boucle. Ça me permet de passer justement à l'aspect maintenant DAO. Ouais. DAO, je pense que le next trend après les NFT, ça va être la DAO. Ouais, et je pense qu'on peut également dire un peu après les mêmes choses. Les DAO. Est-ce que les DAO, ça permet d'avoir une sorte de protection pour passer outre, par une protection, mais ça permet de passer outre, de former une société, d'être imposé sur l'impôt sur la société, etc. Alors déjà, il y a l'aspect pratique, parce que on ne sait pas tout le temps qui est derrière les DAO, c'est très difficile, on a des gens qui peuvent être partout dans le monde, donc quel droit appliquer, mais il y a aussi le côté où c'est très difficile en fait de dire qu'on est dans une zone où le droit ne s'applique pas. Donc il y aura toujours des éléments de rattachement. Sachant qu'il y a quelques semaines déjà ou quelques mois, la Cour suprême, la Cour suprême d'Angleterre a fait une mise en demeure. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Sur le chatbox ou sur le Discord, un truc comme ça. Exactement. En envoyant un NFT. Je ne savais pas que c'était à la DAO. Si. Ah, ok. Je pense que ça fait déjà 3 cas. Ouais. Dont un cas à la Cour suprême de New York, un autre cas à la Cour suprême, à la haute cour du pays de Galles. Okay. Pour ne pas dire de bêtises. Ça s'est passé en Angleterre et aux États-Unis. Je pense que l'un, c'était une organisation qui a été piratée, un club d'investissement qui a été piraté. Et donc, vu la traçabilité dans la blockchain, tout de suite, on sait qui a piraté, ou du moins, on a en tout cas son adresse. Et donc, vers cette adresse-là, la cour, le procureur, via la cour, donc le juge, a décidé d'envoyer un NFT comme une sorte de convocation. Et donc de mise en demeure de cette personne, de ce groupe de personnes qui auraient fait ce piratage. Ouais, donc voilà, tu viens là de dire une des cas où on aura besoin des juristes ou des personnes impliquées dans le monde juridique qui savent coder, qui savent déployer ce type de solution. Exact. Mais surtout qui peuvent conseiller le juge. Ouais, exactement. Et un juge qui sera ouvert d'esprit. Exact. Pour accepter ce type de proposition. Moi, je trouve... Enfin, bon, je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont dire non, en fait, l'esprit de la blockchain, c'est de ne pas être soumis aux règles, de ne pas être... Enfin, voilà. Moi, je suis avocate. Bien évidemment, enfin, c'est pas mon avis. Pour moi, ma position, c'est de dire... Enfin, c'est de... plutôt favorable aux règles claires, mais aux règles qui sont adaptées à la situation. Enfin, des règles qui ne sont pas aberrantes, des règles qui ne sont pas difficiles à mettre en place, qui deviendront une charge insupportable pour les entreprises, pour les particuliers, etc. Et qui seront en fait un frein à la technologie, à l'avancement technologique. Donc des règles intelligentes, en quelque sorte. Donc pour moi ce cas en fait que tu viens d'expliquer, pour moi c'est une bonne chose parce que ça montre un peu un monde juridique qui s'adapte à la technologie et qui trouve des solutions qui sont intelligentes. Maintenant il faut aussi trouver ces solutions intelligentes pour les personnes, pour permettre aux personnes qui sont dans l'écosystème d'être en sécurité juridique. Exact. Enfin, on peut les attaquer par le biais de ce type de procédé, mais on doit également travailler sur des solutions qui permettent de les protéger par ce type de solution. Donc voilà, il faut avoir les deux visions. Ça me permet de faire la petite transition rapide de... là, tu as dit protection. Protection en termes de DAO,
on a développé au sein de notre startup, donc ça s'appelle DeepFab, une solution de DAO qui se base sur ce que nous appelons, qui se base sur la loi Pacte de 2018, sur la tokenisation des actifs d'entreprises non cotées en bourse. Et la question aujourd'hui qui se pose, j'ai vu par exemple Hubert de Vauplane faire pas mal de publications liées au DAO, c'est comment est-ce qu'on qualifie juridiquement une DAO? Est-ce que la loi Pacte suffit par la tokenisation des actifs d'une entreprise d'entrevoir ne serait-ce qu'un début de cadre juridique? Voilà, de cas juridique de régulation. Alors, moi je pense que la question, ou la réponse en tout cas, est un peu plus large. On ne s'arrête pas nécessairement à la loi Pacte, parce que déjà, donc, tu parles de la tokenisation, mais parlons un peu aussi plus largement de la DAO, donc une structure qui englobe, qui permet à des personnes de se réunir, de mettre en place certains moyens, ou des connaissances, ou voilà, et pour déployer un projet en commun. Ouais. Donc, à la base, c'est la même idée derrière des sociétés. Exact. Et en droit français en tout cas, mais j'imagine dans les autres juridictions aussi, on a des notions juridiques qui permettent d'identifier l'existence d'une société, même si cette société-là, elle n'est pas déclarée, elle n'est pas immatriculée. Donc, dans un certain sens, une DAO, elle peut être assimilée à une société qu'on appelle une société créée de fait. Donc, une société qui existe d'un point de vue pratique, mais qui n'est pas immatriculée. Voilà, ça c'est déjà la base. Donc, la question de la tokenisation ou de comment qualifier juridiquement les tokens émis par la DAO n'est même pas nécessaire pour essayer de qualifier juridiquement la DAO elle-même. Ensuite, on a la question de la tokenisation, donc l'assimilation des tokens aux certaines règles qui sont ou certaines qualifications juridiques qui ont été posées par la loi Pacte. Est-ce que on qualifie ces tokens en tant que, on va utiliser le terme utility token parce que c'est un terme qui a été utilisé dans les débats qui ont permis de mettre en place la loi Pacte. Ou est-ce que c'est de la tokenisation des valeurs mobilières qui sort un peu du scope de ce que c'est un actif numérique? Exact. Parce que cette question-là, elle a des impacts, notamment des impacts d'un point de vue fiscal, et sur les personnes qui détiennent ces tokens-là, qui vendent ces tokens-là. Moi, je dirais que pareil, il faut toujours en fait regarder ce qui est derrière. Les tokens de la DAO, parce qu'une DAO elle peut émettre plusieurs types de tokens. Ok. Donc on peut avoir une catégorie de ces tokens qui est vraiment assimilée à un investissement financier où on a des distributions qui sont purement, ce sera jamais purement financier, mais dans un sens où c'est vraiment corrélé à l'investissement qui était mis par les personnes qui détiennent les tokens. Et voilà, donc là, on aura plutôt une qualification assimilée à des actions, des parts sociaux et de la distribution des dividendes. Donc on sort complètement de la logique de ce que c'est un actif, de l'application du régime des actifs numériques. Mais une DAO, elle peut aussi proposer certains services. Les tokens peuvent être assimilés à soit des tokens qui sont assimilés à des représentations de valeurs, soit des représentations des droits. Donc là, ces tokens-là, c'est vraiment, ils ouvrent droit à certains services ou privilèges au sein de la DAO ou certains biens ou services qui sont proposés par la DAO.
Et là, on reste dans le sphère des actifs numériques, d'un utility token. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche pragmatique, de regarder un peu la situation, les types de tokens qui sont émis, les services qui sont proposés derrière, pour pouvoir donner une qualification, la qualification juridique la plus proche de la réalité des faits. Ok. Prenons l'exemple du token de gouvernance. Le token de gouvernance peut ou presque être comparé à des parts sociales. Parce que tu viens, tu me dis, ok, je suis 1, 2, 3 cofondateurs et j'ai par exemple 25, tu as 50, l'autre a 25. 25%, 50%, 25%. Ok. Ça veut dire qu'en termes de vote, ça s'applique également. Ouais. Nous déposons ensemble un capital. Certes, capital en crypto, par exemple, disons, nous déposons 1000 euros de capital. Ouais, mais après, si on fait un peu l'analogie, dans des sociétés, on peut aussi faire des apports qui sont en nature. Donc, on n'a pas nécessairement limité aux apports en numéraire ou en argent. Exactement. Mais déjà, le fait de faire ça, ça nous donne une certaine vision, pour moi, qui déjà nous permet de dire... Parce que lorsque j'ai vu cette loi apparaître la première fois en 2018, je me suis dit, j'ai bugué. J'ai bugué parce que je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que une PME, où il y a 2 ou 3 cofondateurs, va pouvoir facilement tokeniser ses parts sociales. Surtout sans DAO. Ouais, mais je pense que là, on revient un peu à ce que tu disais, la question de la neutralité technologique. Exactement. Donc, ça veut dire que la problématique à laquelle on va, c'est comment est-ce qu'on va qualifier une DAO? Est-ce qu'on va regarder tout simplement sa neutralité technologique d'un côté et considérer le cas d'usage. Par exemple, si quelqu'un vient en disant, ok, nous sommes une association DAO, nous sommes une SAS DAO, nous sommes une SARL DAO. Dans ce cas-là, ça veut dire que ce sur quoi les régulateurs vont devoir se pencher, ce n'est pas la DAO en tant que technologie, mais c'est la DAO en tant que cas d'usage. Ouais, je suis d'accord. Je pense que, en fait, dans les DAO, l'un des éléments les plus importants, ce sera l'implication et le rôle des fondateurs dans la DAO. Exact. Est-ce que cette DAO, qui est une Decentralized Organization, est-ce qu'elle est vraiment décentralisée? Et est-ce qu'elle est vraiment autonome? Ou est-ce qu'on a des personnes qui, eux, sont au centre de cette DAO, c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui détiennent la majorité des droits de vote, exact. Et c'est eux qui décident la distribution des valeurs. Il faut aussi voir comment sont corrélées, ou dans quelle mesure sont corrélées les valeurs des tokens qui sont distribués aux fondateurs par rapport au marché. Est-ce qu'elles sont corrélées à la valeur du token sur le marché, ou est-ce qu'elles sont corrélées aux bénéfices réalisés, aux revenus réalisés par la DAO? Exact. Donc voilà, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut regarder ce qui est fait réellement. Il ne faut pas s'arrêter à oui, voilà, une DAO, on la classe dans cette catégorie, voilà. Il faut plutôt regarder ce qui se passe réellement. Parce que à la base, la DAO, moi je pense, je sais pas, peut-être que tu auras une avis différente, mais je pense qu'une DAO, elle est là pas pour remplacer une société. Non. C'est une alternative, c'est pas la société Web 3. Alors, moi, c'est comme ça. La façon dont je vois le Web 3, je le vois d'un point de vue de ce qui nous a amené à la création du Bitcoin ou de toute autre forme de système décentralisé. Aujourd'hui, avec mon cash, je peux aller acheter du pain à la boulangerie et revenir le manger en ayant la paix sur le cœur, parce que le banquier et le gouvernement ne sauront pas ce que j'ai acheté avec mes 50 euros. Lorsque j'utilise une carte
et que je vais faire mon achat, ouais. Le banquier sait ce que j'ai payé, et qu'est-ce qui prouve que demain, il n'ira pas le rapporter à l'État? Ouais, bah en fait, déjà, il faut savoir que les banquiers, ils ont certaines obligations, notamment en termes de blanchiment d'argent. Exactement. Et ils ont ces obligations, ils impliquent des dénonciations à chaque fin. Exactement. Et parfois, on voit des personnes en fait, qui n'ont pas, enfin, qui n'ont aucune activité qui est illégale, mais juste parce que en fait, l'activité est liée à la crypto. On voit certaines dénonciations qui peuvent être, je vais pas dire abusives, mais qui ne sont pas nécessairement basées. Exactement. Et l'idée derrière le Bitcoin, c'est de faire en sorte que ce que je faisais avec le cash, je le fasse avec mon argent, mon Bitcoin, mon Ether, voilà, sans problème également. Donc, ça veut dire que je peux aller payer demain avec mon Bitcoin, et le banquier ne saura pas ce que j'ai acheté avec mon Bitcoin, l'État ne le saura pas, tant que ce n'est pas illégal. Tant que ce n'est pas illégal. Ouais, mais après il y a aussi le côté de traçabilité de la blockchain, ce qui n'est pas le cas du cash. Je suis un peu mitigée parce que je pense qu'à la base, l'argument pour dire que non, Bitcoin c'est pas là pour permettre les activités illégales et ce n'est pas là pour acheter de la drogue en ligne, c'est de dire écoutez, la blockchain, enfin les bitcoins, les transactions sont complètement traçables, c'est public, voilà, c'est super. Mais ensuite, je pense que les autorités se sont rendues compte, et là on voit les monnaies numériques qui sont les CBDC. Voilà, et ça c'est un niveau supérieur là tu parles des banques et comment les banques ils savent tout et ils peuvent dénoncer, mais avec les monnaies numériques voilà, ça c'est direct à la banque centrale. Exactement, ça c'est de l'argent qui peut être qui est programmé. On peut regarder toutes les transactions, on peut même limiter certains, voilà, c'est très dangereux. Moi je trouve que c'est très dangereux. Donc pour revenir à ta question, je ne sais pas si avec cette traçabilité, est-ce qu'on peut vraiment dire que le Bitcoin c'est comme le cash, je sais pas. Je pose juste la question, j'ai pas de réponse. Okay. Mais je pense que cet aspect de traçabilité de registre où on trouve tout, c'est vraiment une énorme différence avec le cash. Peut-être la similarité, c'est qu'on n'a pas besoin d'une entité centrale pour valider la transaction, mais on a besoin de quelqu'un qui va émettre cette monnaie. Voilà. Donc, mais je ne sais pas, c'est juste une question que je me pose, mais j'ai pas nécessairement de... je sais pas si toi t'as des réflexions à ce sujet-là ou... Mes réflexions, c'est deux choses. C'est qu'il va falloir qu'on arrive à trouver un moyen de protéger de façon décentralisée l'identité de la personne. Ouais. Ça, c'est un. C'est après avec le développement des SKP, des trucs comme ça. Et justement. Et donc, ça me permet d'aller vers le numéro 2, c'est faire en sorte que le Zero Knowledge Proof soit vraiment aussi banal que Bitcoin. Comme ça permet de faire en sorte que toute transaction qui est faite, elle est tellement protégée que pour pouvoir y avoir accès, il va falloir d'abord avoir l'autorisation d'un juge. Ouais, je pense que les SKP, c'est vraiment une bonne voie. Il faut que ça se développe. Exactement. Parce que là, ça devient un peu dangereux. Si on va mettre en place des monnaies numériques, je pense que le déploiement des SKP, ça sera vraiment juste la base pour avoir des monnaies numériques qui ne sont pas super invasives. Intrusives, exactement, dans la vie privée. Et ça me permet de finir avec le dernier point, qui est la finance décentralisée. Ah oui, ok. Et toi, en termes de régulation aujourd'hui, quel est le gros défi en matière de régulation de la finance décentralisée? Ok, donc déjà, je pense que c'était une bonne idée de ne pas régulariser tout de suite les DeFi. Le fait que les réglementations européennes se sont concentrées vraiment sur la régularisation des CeFi. Exact. Alors, la DeFi, il faut pouvoir dire aux gens ce que c'est. Ah oui. Okay, c'est la Decentralized Finance.
qui veut dire finance décentralisée. Les finances décentralisées. Exemple. On a Morpho. Ok. Alors, on va prendre les plus connus. MakerDAO. Ouais. Je pense que là, si je dis MakerDAO, tout le monde voit ce que c'est. Si je dis le DAI, tout le monde voit ce que c'est. En gros, si tu as un DAI, tu as également $1. Ouais. Voilà. On va prendre cet exemple. Ensuite, la CeFi. Ouais. Ok, la CeFi, c'est le Centralized Finance, donc la finance centralisée. Ok. L'exemple, c'est Binance. Exactement. On avait un exemple un peu moins bien qui est FTX. Exactement. Donc, l'idée derrière la finance centralisée, c'est justement d'avoir une entité centrale qui, elle gère les transactions ou les opérations. Exact. Donc, aujourd'hui, la réglementation européenne a décidé de se concentrer sur la régulation de la CeFi, de la Centralized Finance ou finance centralisée. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose parce que la finance centralisée, c'est pas du tout la même chose que la finance décentralisée, c'est pas du tout la même logique, et du coup, il faut pas réglementer de la même manière, ou voir même s'il y aura besoin de réglementer la finance décentralisée. À mon avis, très humble avis, je pense que l'approche pour la finance décentralisée sera plus une approche pas de réglementation, mais d'éducation. Exact, en premier. Je pense qu'il faut peut-être penser sur la mise en place de certains types d'audits, ou je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais vraiment que les protocoles soient bien audités, soient vraiment très sécurisés, d'alerter sur les dangers, enfin, je ne vais pas dire danger, mais plutôt sur les risques. Parce que là, on est en train d'utiliser un outil où il n'y a pas une personne centrale à qui on peut aller pour dire « Ah, j'ai oublié mon mot de passe, ah, j'arrive pas à accéder, ben voilà. » Il n'y a pas ce support, cette personne centrale. Donc voilà, il faut vraiment être à l'aise avec la technologie, savoir quels sont les risques qu'on prend, être vraiment responsable de ses actifs. Donc ça nécessitera aussi une régulation, pas de la DeFi, mais des personnes les acteurs qui proposent la DeFi comme une solution magique ou qui parlent de la DeFi sans alerter sur les risques associés. Je pense que la réglementation peut peut-être aller vers ces personnes-là plutôt que d'essayer de réglementer la DeFi. Laisser la DeFi, je ne sais même pas comment on peut réglementer la DeFi, mais peut-être en mettant en place certains process d'audit, etc. Et alerter les gens, éduquer. Moi, je verrais bien un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans l'audit de protocoles DeFi. Ouais, je pense que ça va faire une bonne idée. Où littéralement, ils sont capables de dire, ok, cette fonction-là, si vous l'ajoutez, voici les conséquences juridiques que ça peut créer. Et donc, voici la responsabilité juridique que ça peut vous coûter en tant que communauté. Parce que si on prend Compound, si on prend MakerDAO, si l'on veut, on peut dire que ce sont des sociétés de fait, mais qui derrière ont une responsabilité. Si demain, il y a ce qu'on appelle une perte, un dépeg du DAI, qui est censé être un stablecoin, donc qui est censé être pour $1 un DAI, si moi j'ai investi sans savoir que l'une des conséquences, si demain le DAI perdait la moitié de sa valeur, je perdrais littéralement la moitié de mes investissements, il va falloir que l'avocat, le juriste qui est en face de moi me dise clairement quelle fonction représente cette partie qui permet de dire, ok, tant que c'est $1 qui entre, tu as un DAI. Si demain la valeur du dollar chute de moitié, eh bien, tout ce que tu auras investi également va chuter de moitié. Oui, alors je pense que déjà on a une base. Maintenant la question c'est de l'application de ces règles. Mais à la base, en France en tout cas, on a un principe de responsabilité qui dit, enfin moi je vais utiliser
l'expression un peu plus ancienne, mais tout fait quelqu'un de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel est arrivé à le réparer. Exact. Voilà, c'est juste la base de ce que c'est la responsabilité. Donc un fait qui cause un dommage oblige à la réparation. Exact. Donc là, on peut imaginer que des devs ou des personnes qui sont derrière des protocoles décentralisés ont utilisé certaines fonctions qui permettent soit de mettre en danger les fonds des utilisateurs, soit de détourner même les fonds des utilisateurs, et on peut aller chercher leur responsabilité juste sur la base de cette règle qui est assez générale, parce qu'ils ont causé un dommage. Ça, ce serait un super cas si les juristes, les avocats le comprenaient pour attaquer par exemple FTX. Oui. Alors, effectivement, mais après, dans le cas de FTX, c'est un peu différent parce que là, on a une entité centralisée, on a certaines règles qui permettent, en fait, là, on avait une société... surrégulée, quand même. Surrégulée? Oui. FTX? C'était assez bien régulé. Ouais, mais est-ce que la régulation, elle était... comment dire? En fait, est-ce que la régulation, elle était focalisée sur les points importants? Est-ce que la régulation, elle concernait, par exemple, le stockage des fonds? Est-ce que la régulation, elle concernait la transparence au niveau de l'émission de FTT, Proof of Reserve et du Proof of Solvency? Est-ce que la régulation, elle concernait ces aspects-là? Est-ce qu'il y avait une régulation qui disait qu'un acteur centralisé, il ne doit pas utiliser les fonds de ses clients parce qu'un acteur centralisé, c'est pas comme une banque. C'est pas une banque, exact. La banque, elle a le droit d'avoir le fractional reserve. Du coup, une banque, elle a le droit de ne pas avoir autant de fonds, ne pas détenir autant de fonds que pour représenter tous les dépôts de ses clients. Donc, par exemple, les gens qui disent aujourd'hui « Ah oui, mais vous dites ça de FTX, mais est-ce que si on essaie tous de retirer nos argent d'une banque, est-ce que la banque ne va pas faire la même chose ?» Mais c'est pas du tout comparable. Exact. Parce que la banque, elle a le droit de ne pas avoir autant de réserves que de dépôts. Et une banque, les clients d'une banque sont garantis par la banque centrale. Exact. Donc, si la banque, elle n'arrive pas, enfin, il y a un cap, voilà, il y a un plafond, mais si la banque, elle n'arrive pas à rembourser ses clients, la banque centrale, elle va intervenir pour rembourser. Donc, voilà, on n'est pas du tout dans le même cas. Un acteur centralisé, une plateforme centralisée, n'a pas cette possibilité, et du coup, une plateforme centralisée, elle doit détenir autant de fonds que des dépôts. Elle n'a pas le droit d'utiliser les fonds déposés par ses clients pour des fonds, soit pour des fonds qui sont relatifs à la société, ni pour des fonds qui sont relatifs aux personnes derrière la société, à des fonds personnels. Tu vois, là où je blâme beaucoup à ceux qui sont dans les régulations, et c'est pourquoi je dis que c'était super régulé, c'est parce que où est-ce qu'ils n'étaient pas? Elle n'était peut-être pas régulée d'une manière efficace. Exactement. Donc ça veut dire que quelque part les régulateurs se sont joués en fait des règles de régulation. Comment est-ce que une plateforme va se retrouver en activité aux États-Unis où c'est super, où la SEC est en train de littéralement... On prend l'exemple de Tornado Cash. Ils ont massacré Tornado Cash, mais ils ont laissé quelqu'un faire des bêtises avec du FTT. Ouais, parce que je pense qu'il y avait une confiance qui était mal placée. Exactement. Exactement. Donc, pour moi, en analysant toute la situation, je finis par me dire, mais à quel moment on se dit, ok, on va faire une régulation qui fasse en sorte que lorsqu'il s'agit de plateformes utilisant de la crypto, on va partir d'un point de vue de la réalité de la crypto. Parce que FTX, ils ne sont pas partis d'un point de vue de la réalité de la crypto. Et c'est pour ça que c'est en train de retomber sur l'écosystème. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, les gens, ils ont dit, ou FTX, elle a un peu joué sur le côté, ah, mais on est dans la blockchain, c'est transparent, c'est décentralisé, alors que eux, c'est pas du tout ça. Exactement. Du coup, ils ont peut-être
reçu un peu de confiance qui est basée ou qui est backée par la blockchain, exact. Par la confiance qui est donnée à la blockchain, de l'infaillibilité, l'infalsibilité, etc. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est un acteur qui est complètement centralisé. C'est un acteur où il y a pas de transparence parce qu'il y a l'écran de la société. Voilà, donc on n'a pas ni traçabilité, ni transparence, ni confiance. Ni confiance, littéralement. Ok, super. Merci beaucoup pour ces quelques minutes d'échange. Quels sont tes derniers mots, que ce soit, tu peux parler de ton entreprise. On va emprunter une chose de Thinkerview. Je ne sais pas si tu vois la chaîne Thinkerview, je te la recommande, c'est super génial, surtout toutes les questions liées à la géopolitique et autres. Okay. Donc, tu vas nous parler très rapidement de ton cabinet. Ouais. Tu vas recommander 3 livres aux juristes. Aux juristes. Ou aux étudiants juristes qui veulent entrer ou commencer à salir leurs mains dans la boue du smart contract, de la blockchain. Et tu nous diras enfin comment tu te vois dans 5 ans. Ok. Donc, première question, c'était par rapport au cabinet? Exactement. Ok. Donc, le cabinet, c'est Revo Avocat. Ok. Comment ça s'écrit? Revo, R-E-V-O. Ok. Avocat avec un S. Donc, j'explique un peu, juste rapidement, le fonctionnement. Nous sommes 3 avocats. L'avocat fondateur du cabinet, qui est l'avocat associé Axel Sabron, lui, il était dans les cryptos depuis 2018, donc il était vraiment là dès le début, avant la loi PAC, avant tous ces, les textes et tout. Ensuite, il a fondé le cabinet, donc il a commencé à travailler dans les cryptos et quelques années après, il a décidé de s'installer, de fonder son propre cabinet qui est Revo. Il y a aussi Nicolas Verger, lui aussi il est avocat fiscaliste, pareil, il a travaillé dans plusieurs cabinets et puis il est tombé dans le crypto, il a rejoint Revo et moi je l'ai rejoint un peu plus tard, donc je suis la dernière à rejoindre le cabinet Revo. Donc on travaille tous les 3 dans les cabinets, mais Nicolas Verger et moi nous sommes des collaborateurs mais libéraux, c'est-à-dire que chacun de nous on a entre guillemets nos propres cabinets, c'est-à-dire pas notre propre cabinet dans un sens physique, mais on a nos propres exercices, donc une clientèle privée qui est dissociée de celle du cabinet, donc c'est la manière de l'exercice libéral des avocats. Donc c'est assez sympa. Revo, donc voilà, je l'avais dit, mais on publie tous les jeudis pour les personnes qui sont intéressées à connaître un peu la fiscalité crypto ou juste être des informations liées à la crypto. On publie tous les jeudis des Revo Tips sur Twitter. C'est assez sympa. On essaye de donner des informations complètes et tout. Voilà pour le cabinet. Oui, on accompagne les personnes qui, tous les profils, donc les personnes physiques, les personnes morales, les particuliers et les entrepreneurs, sur toutes les questions liées à la crypto. Donc, structuration de leur structuration, l'optimisation fiscale, la déclaration, le régime applicable, la TVA, donc voilà, c'est vraiment assez complet. Les NFT, l'attribution des tokens, ce sont des questions assez récurrentes. Comment on fait des attributions des tokens aux fondateurs, quel régime juridique et fiscal appliqué, etc. Voilà, je pense que c'est un peu le tour des activités. Alors, pour les livres, honnêtement, moi j'adore les livres. Mais concernant les cryptos, je ne sais pas pourquoi, mais tous les livres que j'ai achetés, alors peut-être que moi j'ai pas eu de bonnes recommandations, et pourtant j'ai essayé parce que j'aime beaucoup les livres. Mais tous les livres que j'ai essayé de lire, c'était vraiment pas
soit c'est un peu décorrélé de la réalité, un peu ancien, peut-être que parce que c'est un secteur qui évolue très rapidement. Exact. Je ne sais pas, je serais intéressée un peu à lire s'il y a des livres sur le code, le côté technique du code. Je n'ai pas encore regardé ça parce qu'il y a tellement d'informations sur Internet et puis avec un ou deux, je peux poser directement des questions à des personnes qui sont... Donc c'est beaucoup plus efficace. Mais est-ce que... Enfin, mon conseil, honnêtement, je dirais de... Pas nécessairement de donner des sources, mais de dire... Comparer les sources. Ne prenez pas l'information d'une seule personne. Ne faites pas ou ne formez pas vos avis sur la base des paroles d'une seule personne ou de l'expérience d'une seule personne. Ça sera ça vraiment ma recommandation. Pas nécessairement de trouver des sources, mais de comparer plusieurs sources, plusieurs personnes. Parce que moi, lorsque j'ai commencé à regarder un peu les cryptos, j'ai peut-être fait l'erreur de suivre certaines personnes et de lire certains avis qui étaient un peu... qui avaient certaines... oui, exactement. Donc, je me suis rendu compte après que ça a formé un avis qui n'était pas nécessairement un avis que je maintiens aujourd'hui. Une fois que j'ai appris à un peu étendre mes sources d'informations, de comparer, de vérifier. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous donner des assertions, mais qui ne sont pas nécessairement basées sur la réalité. Donc, toujours vérifier, regarder la source. Si moi, je vous donne une information aujourd'hui, ne prenez pas cette information comme acquise, mais regardez, vérifiez derrière. Peut-être que c'est juste un avis. C'est pas l'effet. La Dior. Exactement. Dior Research. Donc voilà, aujourd'hui, honnêtement, moi je prends jamais mes informations d'une seule source, je diversifie. Je regarde plusieurs sources. Je prends la même question, je vois une centaine de réponses, et ensuite je vérifie, et ensuite je trouve mon propre avis. Ok. Dernière question, c'était... Dans 5 ans. Ah, dans 5 ans Alors, dans 5 ans, mon projet, ça sera de monter ou de construire ou de développer un cabinet d'avocats qui sera vraiment focalisé sur le côté technique. Donc, faire de l'audit, comme tu l'avais dit. Donc, de la crypto-legal tech. Ouais, pas nécessairement parce qu'il y aura aussi le côté analyse, ce ne sera pas automatisation complète, mais analyse, audit, proposition de solutions et être complètement à l'aise avec le côté technologique pour pouvoir ensuite défendre et transmettre la situation et le point de vue de mes clients aux autorités, à l'administration fiscale, aux juges, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui avec 42, avec Revo. C'est vraiment pour aller vers cet objectif-là d'avoir une vision complète de la technologie très très pointue et qui donnera la valeur, une grande valeur ajoutée parce que je veux pas être une avocate dans mon coin qui est en train de regarder le code des impôts, de faire des avis juridiques qui ne seront pas, qui n'apporteront pas nécessairement dans un langage qui n'est pas compris par mes interlocuteurs et qui ne seront pas nécessairement implémentables ou applicables dans la vraie vie, dans leur réalité d'activité. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Chérine, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Je trouve que le projet DeepFab, on n'en a pas beaucoup parlé, malheureusement, mais le projet DeepFab est super, honnêtement. Je pense que ce que tu es en train de construire, déjà le fait que tu as cette vision de mettre ça en open source, donc c'est vraiment dans une vision de faire avancer l'écosystème.
Je trouve que c'est vraiment super. Donc, on n'a pas eu le temps de peut-être parler en détail. On aura l'occasion, c'est sûr. Non, mais bon, ici, les gens qui nous écoutent, j'en invite vraiment à voir un peu ce que tu fais. Parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup, Chérine. Et donc, on vous dit merci pour de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous pourrez aller voir le profil de Chérine sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Mais également sur Twitter. Ouais, exactement. Et le cabinet Rivo également sur Twitter, où chaque jeudi, il y a un Rivo Tips. Et je pense que celui d'aujourd'hui vient d'être publié. Donc, super. Et on a parlé du FTX en plus. Super. Donc, je vous invite à aller le voir. Et nous, on se dit à très très vite. Ciao.